Baignée par la mer Rouge et l'océan Indien, posée sur la corne de l'Afrique, Djibouti est un paradis, s'exclamait Albert Londres en arrivant ici en 1930. On y compte, dites-vous, 44 degrés à l'ombre. Mais qu'est-ce que cela peut bien faire puisqu'il n'y a pas d'ombre? Il y a un siècle, Djibouti n'existait pas. Exactement 3 rochers dans la mer. En achetant ces 3 cailloux en 1882, la France voulait ouvrir un port d'où elle lancerait un chemin de fer à l'assaut du commerce de l'Éthiopie. L'endroit, complètement désert, devient peu à peu une grande ville de garnison et les soirées djiboutiennes s'animent de 1000 feux multicolores. Aujourd'hui, la ville compte plus de 200 000 habitants et toute son activité repose sur le chemin de fer. Cette ligne rejoint à 800 km de là Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Dès 3 heures du matin, la ville sort de sa léthargie. Le train fait son entrée en gare. Ceux qui arrivent rapportent les produits achetés en Éthiopie, épices, légumes, café. Ceux qui partent sont chargés de tissus et souvent d'articles de contrebande, car le train est un haut lieu de trafic en tout genre qui permet d'écouler des marchandises d'origine douteuse. La grande aventure du chemin de fer franco-éthiopien démarre en 1897. À l'époque, Djibouti n'était qu'un îlot de quelques maisons, avec un poste de police et un vague embryon d'administration. Après 20 ans d'efforts dans des conditions climatiques et sanitaires accablantes, le train relie enfin Djibouti et Addis Abeba. Le voyage est aussi éprouvant que pittoresque. Plus de 24 heures pour parcourir 784 km. De Djibouti, situé au niveau de la mer, à Addis Abeba, le monstre de fer monte à 2350 mètres d'altitude. Une progression constante qui a nécessité la construction de plus de 1000 ponts. Un bon exemple du génie français, comme disait à l'époque la propagande coloniale. Gare de Hol-Hol. Nous sommes à 60 km de Djibouti. On monte, on descend, on échange des nouvelles et des marchandises. Pendant ce temps-là, Mahmoud, le chef de gare, tente de s'informer sur la situation. Il paraît qu'en Éthiopie, des rebelles cherchent à bloquer le passage du train. Allô Djibouti. Allô Akuma. Allô Akuma. Allô Djibouti. Allô Djibouti. Allô Djibouti. Actuellement, dans la situation actuelle qui existe, d'être sous-chef de gare donne un certain honneur, puisqu'on a quand même le respect des gens dans lesquels, lorsque le train arrive dans votre station, les gens attendent votre décision. Après 3 heures de voyage, la frontière approche. Dernière gare avant l'Éthiopie, Ali Sabié. Le train traverse le pays des Issa. Ici, raconte un Éthiopien, chaque mètre de rail a été installé après un cliquetis d'armes. 1000 sacrifices de moutons pour fêter le train et autant de chèvres égorgées pour le maudire.
Cordon ombilical entre deux pays, le train est resté l'objet de toutes les convoitises. Il est source de revenus pour de nombreux villages, une issue au chômage pour des milliers de gens. Véritable artère vitale dans cette immensité désertique, le train a permis le développement de nombreuses gares, des marchés du désert qui attendent chaque jour leurs bienfaiteurs. Cette caravane métallique sur 2 lignes de fer qui serpentent à travers le pays. Depuis la construction du train, les conflits ethniques sont permanents. Ils rythment la vie du rail. À l'époque où Henri de Montfred filmait ces images, les craintes d'une attaque du train planaient sur la frontière. La situation est la même aujourd'hui. Des rumeurs de bombardement courent sur la ligne. Les rebelles auraient démonté les rails en Éthiopie. Dans ce pays de transhumance, les nomades n'ont jamais vu d'un très bon œil l'arrivée du train. Dès le début, ils comprennent la concurrence déloyale que ce monstre va leur faire. Les caravaniers tiennent tout le commerce dans la région et le train vient balayer leur monopole. À mesure que les hommes blancs construisent, les hommes noirs démolissent. Les rails, dit le nomade, sont des serpents qui filent droit pour piquer à mort le cœur du pays. Beaucoup de femmes, somaliennes pour la plupart, prennent le train pour vendre leurs tissus. Nous allons à Dire Dawa, raconte-t-elle. On prend le train une fois par semaine pour vendre nos marchandises. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le commerce. Dire Dawa attire tous les commerçants de la région. Qu'ils arrivent par le train ou à pied à travers le désert, ils ont tous le même objectif, Taïwan. C'est ainsi qu'on appelle le marché de Dire Dawa. Cette ville, créée de toutes pièces au pied du massif du Harar, est née avec le train. Depuis, elle ne cesse de grandir. C'est aujourd'hui la 3e ville d'Éthiopie, à mi-chemin entre Djibouti et Addis Abeba. Dire Dawa est un marché très important en plein désert. C'est le royaume de la contrebande, une véritable caverne d'Ali Baba où tout s'achète et tout se vend.
Isolé, Dire Dawa est une cible facile. C'est ici que les rebelles ont choisi de bloquer le train. Aujourd'hui, le monstre de fer n'atteindra pas Addis Abeba. أبيت الناس بتخلاني هجرت الكل عشان حبها تحرك قطار وشوية شوية تحرك قطار وشوية شوية من بعيد بعيد بشوف بينيا بكت عينا بكت عينيا بكت عينا بكت عينيا بعكمك يا الله ما تروح إلينا. Sur les hauteurs d'Addis Abeba, l'armée surveille la ville. À tout moment, le conflit peut exploser entre les ethnies rivales. Il y a un siècle, Addis Abeba n'était qu'un village perdu dans la forêt. La ville s'est développée autour du chemin de fer. Elle est devenue le plus grand marché d'Afrique où vivent 3 millions d'habitants. Le train ne viendra pas ce soir. Il n'amènera pas de Djibouti, le parfum de la mer, le sable du désert, les couleurs de toutes les tribus. Sur les rails, seule une chanson court, un chant guerrier.